Donc bonsoir à toutes et tous et bonne année à toutes et tous et merci donc à l'équipe de l'Université populaire et notamment à Françoise ainsi qu'à l'équipe des archives municipales pour nous recevoir ce soir et merci à vous d'être ici. Donc je me suis déjà présentée la dernière fois mais peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas là donc je le refais brièvement. Donc je suis doctorante en sciences politiques. Et je fais une thèse sur le Yémen et plus particulièrement sur les mouvements de femmes au Yémen, notamment la question des conditions d'émergence d'une conscience de genre, sachant que comme ailleurs, les femmes yéménites sont divisées par des classes sociales, par des situations différentes, etc. Donc comment, à partir de ces situations différentes, les femmes peuvent-elles mener des luttes communes? C'est un peu la question que je me pose dans ma thèse. Donc ce soir, c'est une recherche en cours que je présente. Et en parlant de la révolution donc, qui a eu lieu au Yémen en 2011, je dois dire que ça brasse pour moi des émotions assez fortes parce que bon, j'ai pas vécu la révolution à Sanaa, j'étais pas dans la capitale à ce moment-là, mais je l'ai vécu à travers, de manière indirecte, à travers ce que les gens autour de moi en disaient et à travers les espoirs qu'elle a pu susciter au Yémen. Et aujourd'hui, sachant que le Yémen est bombardé depuis mars par une coalition menée par l'Arabie Saoudite et soutenue par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, entre autres, c'est assez compliqué de parler de ces moments d'espoir parce que ça paraît aujourd'hui un moment plutôt amer. Donc, je vais néanmoins essayer de rester dans ce moment d'espoir qu'a suscité la révolution yéménite et on pourra peut-être parler de l'actualité du Yémen dans la partie débat après. Et pour pas trop plomber l'ambiance, je vous propose un petit jeu pour commencer et pour vous laisser un peu la parole dès le début. Et donc ce petit jeu, c'est voilà, parmi ces pays ici, donc le Bangladesh, les États-Unis, le Yémen, la France, la Suède, le Rwanda, je vais vous demander de choisir lequel vous paraît le plus approprié par rapport aux descriptions que je vais donner. Donc, la première description, c'est dans ce pays, les femmes consacrent 3h26 par jour aux travaux domestiques, alors que les hommes y consacrent 2 heures par jour. Alors, dans quel pays est-ce? Des idées? La France, bravo. Donc, d'après les chiffres de l'INSEE de 2010, sachant que l'INSEE nous dit aussi que sur ces dernières 10 années, parce qu'on se dit, bon, quand même, c'est en train de changer tout ça, donc entre 2000 et 2010, les femmes ont diminué leur temps de travail domestique de 22 minutes, quand même, bien mieux, et les hommes l'ont augmenté d'1 minute. Voilà. Donc, je vous laisse calculer combien de décennies il nous reste avant d'arriver à l'égalité à ce rythme. Petit interro à la fin de la conférence. Alors, la deuxième phrase. Donc, dans ce pays, le taux de femmes parmi les parlementaires est le plus haut du monde. Le Rwanda, bravo. Donc galaxie numérique, égalité, comme vous le voyez, c'est une bonne formation. Donc le Rwanda, effectivement, avec 57,5% des femmes sur les parlementaires, donc les deux chambres confondues, suivi en fait par la Bolivie. La Suède est assez bien notée, hein, elle est, je crois, 5 ou 6e dans le classement mondial. La France est largement derrière avec autour de 25-26% des parlementaires. Une autre affirmation, depuis 1991, dans ce pays, le Premier ministre est une première ministre. Bangladesh. Bravo.
Effectivement, donc au Bangladesh se sont succédés depuis 91 Khaleda Zia. C'est une histoire de femme puisque la chef de l'opposition est également une femme. Voilà, donc ça n'a pas toujours, quand je dis que c'est une première ministre, ça n'a pas toujours été la même. Hein, c'est Khaleda Zia entre 91 et 96 et 2001-2006 et Sheikh Hasina entre 96 et 2001 et depuis 2009. Entre 2006 et 2009, c'était un gouvernement d'intérim. Et enfin, dernière affirmation, le Parlement compte 301 députés dont une seule femme. Des tentatives ? Non, quand même pas. Le Yémen. Voilà, donc juste, c'est ce petit jeu pour remettre un petit peu les choses en perspective et se rappeler que si on parle aujourd'hui des rapports sociaux de sexe au Yémen, c'est pas parce qu'on aurait une égalité femmes-hommes complètement accomplie dans les autres pays, et notamment en France. Et en tant que féministe, si je fais ma recherche au Yémen, je n'en oublie pas pour autant que les luttes en France sont importantes et doivent continuer à être luttées dans ce domaine. Et par ailleurs, je le dis parce que je pense que c'est intéressant aussi de parler des motivations à faire de la recherche. Donc si je fais cette recherche sur le Yémen, c'est donc d'une part bien sûr parce que je suis féministe, d'autre part parce que j'ai vécu au Yémen et que ce pays m'est cher. Mais aussi, il me semble que de travailler sur le Yémen, moi, et sur ces luttes de femmes, ça me permet finalement de réfléchir en creux à ma propre société et à la violence de son système capitaliste et patriarcal. Et donc, je tiens à le dire, je garde ça en tête en faisant cette recherche et je vous encourage à garder ça en tête en m'écoutant. Ceci étant dit, nous pouvons rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, dans l'intervention précédente, j'avais un petit peu parlé de la sociologie des mouvements sociaux et de la manière dont cette branche de la sociologie nous éclaire sur comment analyser des révolutions et comment analyser notamment les rapports sociaux de sexe dans ces révolutions. Donc les rapports entre les femmes et les hommes et les rapports de pouvoir qui sont structurés socialement entre femmes et hommes, ainsi que bien sûr d'autres rapports de pouvoir, la classe sociale, etc. Et on avait un petit peu abordé des questions qui paraissaient importantes à se poser pour mieux analyser ces questions-là. Donc, qui participe au mouvement, qui n'y participe pas, qui dirige ces mouvements et qui est reconnu comme des leaders. Mais aussi pourquoi se mobilise-t-on, donc quelles sont les revendications qui sont portées par les mouvements, ainsi que la division des tâches militantes. On avait vu qu'il y a plusieurs autrices, auteurs, comme vous voudrez, qui ont montré que, y compris dans des mouvements sociaux, dans des mouvements révolutionnaires, on retrouve souvent une forme de division sexuelle des tâches militantes. Donc, on a parlé des tâches, la répartition des tâches domestiques à l'instant. Voilà, on peut aussi s'interroger sur ces questions-là dans des mouvements sociaux. Donc, je vais essayer de revenir un petit peu sur toutes ces questions-là. Et je finirai sur la notion d'espace de protestation, parce que dans le cas yéménite, comme dans d'autres révolutions du printemps arabe, l'occupation de la rue, l'occupation de l'espace public a joué un rôle important et ça a permis d'être un lieu d'expression, mais aussi un lieu de mixité qui me paraît important donc, de développer et d'analyser un petit peu plus avant. Mais avant de rentrer donc, dans cette réflexion, cette analyse de la révolution, parce que le Yémen est souvent assez méconnu, je vais me permettre de prendre un temps assez important pour introduire un petit peu les rapports sociaux de sexe au Yémen et introduire aussi les luttes de femmes dans lesquelles s'inscrit la participation des femmes dans la révolution de 2011. Donc le petit rappel historique commence par rappeler qu'il y a eu de Yémen jusqu'en 90. Donc bon là la carte est un petit peu schématique mais ça permet de voir clairement le Yémen du Sud avec pour capitale Aden, ici, et le Yémen du Nord avec pour capitale Sanaa. Voilà.
Donc le Yémen du Sud était sous occupation britannique, donc à partir du 19e. Et du coup, la question des femmes va émerger au début du XXe, beaucoup en réaction aux colonisateurs, et donc par rapport à l'Occident. Donc la référence à l'Occident va un petit peu marquer la manière dont la question des femmes émerge dans l'espace public, où on va à la fois dire que l'Occident serait un symbole de progrès dans un temps, pour ensuite montrer que c'est quand même le colon, le colonisateur. Et donc la question des femmes va se retrouver un petit peu tiraillée finalement entre ces deux pôles. En même temps, donc, les femmes vont avoir accès à l'éducation à partir du début du XXe. Et notamment à partir des années 50, les femmes des classes aisées vont parfois pouvoir aller à Beyrouth ou au Caire, dans d'autres capitales arabes, pour avoir un enseignement plus élaboré, plus supérieur, et revenir travailler dans les domaines qui s'ouvrent à ce moment-là pour les femmes, donc, notamment dans l'éducation et dans les professions médicales. Alors qu'à l'inverse, ce sont les femmes des milieux populaires et des femmes plutôt marginalisées, donc notamment des Somaliennes, donc qui ne sont pas yéménites, mais aussi les femmes de la classe qu'on appelle Mohammashin ou Ardam, qui est, disons, pour simplifier, une sorte d'équivalent des intouchables au Yémen, c'est très caricatural, mais disons la classe sociale la plus marginalisée au sein des Yéménites. Et donc ces femmes vont aussi accéder à des emplois dans l'économie formelle, mais donc des emplois très dépréciés, du type balayer les rues ou balayer dans les usines. Et donc on voit ici que c'est les classes en fait les plus défavorisées et les classes les plus aisées qui vont avoir accès à l'économie formelle, alors que, avoir accès à des emplois dans l'économie formelle, ce qui est moins le cas des classes moyennes. Après, bien sûr, toutes les femmes qui sont en zone rurale, qui sont la majorité, travaillent de fait dans les exploitations, les fermes, etc., mais ne sont pas reconnues comme travailleuses de l'économie formelle. Donc je souligne ici ces différences dans les classes sociales parce que ça me paraît important de rappeler que si je parle des femmes en général, elles ne vivent pas toutes dans les mêmes conditions. Face à ce colon britannique, un mouvement de libération nationale se forme à partir des années 60 et entre en guérilla entre 63 et 67. Et les femmes vont participer. Donc je vais vous livrer ici des témoignages. Donc un témoignage de Khawla Sharaf, qui a été par la suite une des femmes députées yéménites en 93, mais donc qui raconte là entre 1965 et 67, alors qu'elle était étudiante, comment elle s'est engagée dans le combat. Donc je cite: « J'étais dans une petite cellule qui menait des activités clandestines. Nous nous rencontrions pour lire la lettre d'information interdite du Front de Libération Nationale et nous la distribuions dans nos quartiers. Nous travaillions à sensibiliser les gens aux besoins de combattre la colonisation britannique. Nous lisions des livres sur le mouvement arabe qui parlait de la révolution en Algérie et dans d'autres pays arabes contre le système colonial. Et nous discutions de ces livres avec d'autres filles et femmes. Nous collections de la nourriture et de l'argent auprès de personnes riches pour soutenir le combat armé et nous participions à des manifestations. » Fin de la citation. Donc ça permet aussi de rappeler l'historique des luttes, de la participation des femmes dans les luttes. Et je vous cite un autre témoignage de Radia Shamshir, que je citerai à nouveau par la suite parce que c'est une féministe yéménite importante. Elle dit, je cite, « Mes frères étaient membres du Front pour la libération du Yémen du Sud occupé et je me suis impliquée dans l'activité politique avec les hommes de la famille. En tant que femme, nous pouvions fournir une couverture pour nos frères et camarades. Nous allions avec mes frères dans la voiture et quand nous arrivions au checkpoint, s'il y avait des femmes dans la voiture, les soldats britanniques n'essayaient pas de la fouiller car cela aurait été irrespectueux.
Une autre responsabilité que nous avons prise était de porter des documents et des messages secrètement. Ainsi, à mon humble manière, j'ai participé à la lutte pour l'indépendance de mon pays. » Fin de la citation. Donc on voit ici qu'elle ne participe pas tout à fait de la même manière que ses frères, elle parle de son humble manière, mais il faut rappeler qu'en fait elle avait 14 ans en 67 lors de l'indépendance, donc en fait elle s'est engagée très jeune dans ce combat. Et suite à ce combat, en 1967, les Britanniques quittent le Yémen, qui devient une république, la République populaire du Yémen du Sud, puis en 1970, la République démocratique populaire du Yémen, une république d'inspiration socialiste qui va être soutenue notamment par l'URSS. Dans cette république, les femmes, dont Khawla Sharaf, que j'ai cité tout à l'heure, vont fonder l'Union générale des femmes yéménites, qui va devenir une grande association de type un peu paragouvernemental, comme il y avait une grande association des travailleurs, des étudiants, etc. Mais qui va aussi se mobiliser, en particulier pour l'alphabétisation dans les campagnes. Le gouvernement socialiste imprime une politique très volontariste en matière de droits des femmes et notamment promulgue une loi en 1974 qui va être une des lois les plus progressistes du monde arabe de cette époque, avec celle de la Tunisie, qui restreint la polygamie très fortement, qui oblige à passer devant le juge pour un divorce, qui fixe un âge minimal du mariage, etc. etc. Donc ça, c'est un petit peu un aperçu de ce qui se passe au sud. Au nord, les choses sont assez différentes. Donc là, il n'y a pas la colonisation britannique. En fait, le pays, au départ, au 19e, plutôt sous l'emprise ottomane, même si ce n'est pas un contrôle complet. Puis revient avec la chute de l'Empire ottoman vraiment aux Yéménites avec un système de type monarchique, sous l'imam. Imam qui sera renversé en 1962 par ce qu'on appelait une révolution ou un coup d'État. En tout cas, l'officier Abdallah al-Assal ouvre le feu sur le palais, renverse l'imam qui va fuir en Arabie Saoudite. Et à ce moment-là, la République arabe du Yémen est proclamée. S'ensuit un moment de conflit en fait, entre les républicains d'une part soutenus par l'Égypte nassérienne de l'époque et les partisans de l'imam soutenus à l'époque par l'Arabie Saoudite. Conflit qui perdure jusqu'en 1970, moment où donc une trêve est signée et la constitution de la République arabe du Yémen est promulguée. Dans cette République arabe du Yémen, le président, Ali Abdel Assal, devient président en 1978. Je le dis parce que c'est celui qui va rester président jusqu'en 2011, donc on va avoir affaire à lui encore quelques fois. Ici, on n'a pas le féminisme d'État qu'on a vu dans le Sud avec le régime socialiste, mais un régime beaucoup plus conservateur qui va se traduire notamment par un code de la famille qui est passé en 1978, qui en gros reste sur ce qui était déjà mis en œuvre dans la société de l'époque, et donc qui ne revient pas du tout, qui ne propose pas des choses aussi novatrices que la loi au Yémen du Sud. Ceci dit, il y a quand même une politique volontariste dans le domaine de l'éducation, et l'éducation en général et notamment l'éducation des femmes. On peut citer donc qu'en 69, les filles représentent 2% des élèves à l'école primaire, alors qu'en 80, elles représentent déjà 17% des élèves de l'école primaire. Donc on voit qu'il y a vraiment un saut de l'inscription des filles à l'école primaire. Ce qui va entraîner un changement majeur de la socialisation des filles, puisque jusque-là, elles étaient socialisées donc, en famille avec les femmes de leur famille, donc,
d'âges différents, des femmes plus âgées, plus jeunes, etc. Et là, donc, elles vont socialiser avec des petites filles de leur classe d'âge et de familles différentes, donc qui pourraient permettre l'émergence d'une conscience d'âge, finalement, à l'intérieur de la conscience de sexe, s'il y en a une, pour donc des petites filles qui, d'un coup, se distinguent de leur mère aussi parce qu'elles apprennent à lire ce que leur mère ne savait pas faire. La période donc pré-90 se distingue aussi par, à partir des années 70 notamment, une migration assez forte des Yéménites, des hommes yéménites vers des pays du Golfe, exportateurs producteurs de pétrole, ce qui va permettre un certain enrichissement du pays, en tout cas qui va être un revenu important pour le pays. Et donc des anthropologues se sont un petit peu interrogés sur les conséquences de cette migration de masse des hommes à l'extérieur sur les rapports entre femmes et hommes, puisqu'on a vu dans d'autres contextes que ce type d'absence des hommes, entre guillemets, peut permettre une plus grande émancipation des femmes. Pour le Yémen, le constat semble assez, disons, mitigé, puisque finalement, ce qui est mis en avant par un certain nombre d'anthropologues, c'est plutôt que le fait que les hommes envoient de l'argent à la famille sur place a permis une ascension sociale. Or, l'ascension sociale s'est traduite par l'adoption de pratiques qui étaient jusqu'à là des pratiques de classe sociale supérieure. Et ces pratiques sont notamment pour les femmes la réclusion, le fait de rester chez soi, et la ségrégation entre les sexes. Donc je cite Sheila Karapiko, une de ces anthropologues, qui dit « Les 3 décennies après la chute de l'imam zaïdite en 1962 ont été marquées par un développement des pratiques de réclusion et du port du voile. La bourgeoisie émergente cherchant à imiter le style de vie des dames de la vieille noblesse des familles saïdes. » Fin de la citation. Donc les familles saïdes, ça veut dire les familles qui se considèrent comme descendantes du prophète et qui, jusque donc en 62 et avec la révolution du Yémen du Nord, représentaient grosso modo l'aristocratie yéménite. Donc ces pratiques augmentent finalement avec l'augmentation des revenus parce que ce sont des marqueurs sociaux, des symboles de l'ascension sociale. Donc, en d'autres termes, l'épouse d'un homme riche n'a pas besoin de travailler ou de sortir de chez elle, et donc ne pas travailler, ne pas sortir de chez elle, c'est montrer qu'elle est d'un statut social supérieur. Là, je vous cite Blandine Estremo, qui a écrit un livre sur les femmes du Yémen, à propos d'un voile appelé le sherchaf. Donc je cite « En représentant une contrainte additionnelle à la respectabilité des femmes, et en la préservant donc mieux, le sherchaf en vient tout naturellement à constituer un signe de promotion sociale, teinté de façon contradictoire d'une certaine note de modernisme, puisqu'il est le signe de l'influence de la société citadine sur cette petite ville longtemps enclavée. » Donc elle parle d'une petite ville en montagne qu'elle étudie. Donc on voit là, parce que j'insiste un petit peu là-dessus, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur le voile en France, qu'ici le voile c'est aussi, comme elle dit, un signe de promotion sociale, un signe de modernisme, parce que ça veut dire qu'on se rapproche de classes sociales supérieures, on se rapproche d'un mode de vie citadin, et c'est ça aussi qu'on veut dire en se voilant ou en restant chez soi quand on est une femme yéménite à cette époque. Donc de la même manière qu'il y a une association de femmes yéménites au Yémen du Sud, il existe aussi une association de femmes yéménites au Yémen du Nord. Une première tentative se fait jour sous l'imam, entre 59 et 61, mais elle est fermée par l'imam, donc on voit qu'il y a des fortes réticences politiques. Elle rouvre en 1963 et elle est le fait d'une femme d'un milieu très privilégié. Donc on compte parmi ces femmes l'épouse du Premier ministre, la directrice d'une école d'infirmières, la seule et première école d'infirmières à Sanaa, ou encore la première femme yéménite médecin.
Leur action se concentre surtout sur l'alphabétisation, sur l'accès à la santé, l'accès à l'eau, à d'autres services. Donc l'idée d'intégrer les femmes à des projets de développement et pas tellement en fait des revendications sur la législation, la loi sur la famille, etc. En 90, le Nord et le Sud s'unifient pour faire un seul pays. Mais il se trouve que tout de suite après l'unification, l'Irak envahit le Koweït. Le président Saleh n'est pas spécialement un fervent défenseur du Koweït contre l'Irak et par mesure de rétorsion, les pays du Golfe, Arabie Saoudite en tête, vont expulser, vont changer en fait les modalités de visa pour les Yéménites, les travailleurs yéménites dans leur pays, ce qui revient donc à expulser finalement tous les travailleurs yéménites, qui sont à peu près 1 million, qui vont donc devoir rentrer au Yémen, ce qui va provoquer une crise économique importante, puisque c'était un revenu important. L'aide des pays du Golfe, l'aide internationale chute énormément aussi, donc en représailles à la position politique de Saleh. Et enfin, donc, 1 million de travailleurs en plus qui ne trouvent pas de travail fait augmenter les chiffres du chômage de manière très importante. Mais pour le sujet qui nous intéresse ici, les femmes, ce qui est important de noter, c'est que l'unification de ces systèmes législatifs se fait au détriment des femmes. Donc on va avoir des négociations entre les partis politiques du Nord et du Sud qui vont se faire au détriment des femmes. Et les deux associations donc, de femmes du Nord et du Sud vont s'unir, mais ça ne se fera pas sans heurts parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes vécus politiques, donc, puisqu'elles n'ont pas la même histoire et pas la même habitude de militantisme. Et donc à partir de ce moment-là, globalement, ce qu'on peut voir, c'est la difficulté pour les mouvements de femmes à avoir une place autonome. Elles vont souvent être tiraillées entre une dépendance politique vis-à-vis des partis, et notamment du parti au gouvernement, et une dépendance financière vis-à-vis des bailleurs de fonds, notamment des bailleurs de fonds internationaux. Une double contrainte qui n'empêche néanmoins pas l'émergence d'initiatives et de militantes de valeurs et qui vont être beaucoup plus visibles avec la révolution au Yémen. Donc je suis revenue un petit peu longuement, je m'en rends compte, sur cette histoire morcelée des femmes yéménites, un petit peu aussi pour montrer l'articulation entre les classes sociales et le sexe. Donc, Simone de Beauvoir disait « on n'est pas femme, on le devient ». Mais on ne le devient pas de la même manière selon sa classe sociale, son origine géographique, selon les attentes différentes de son milieu. Et donc, il me semble que montrer cette histoire différente entre le Nord et le Sud, ça éclaire aussi le fait qu'à partir d'une même culture, la culture yéménite, on peut créer des systèmes politiques qui sont très différents et des rapports sociaux de sexe qui sont différents aussi. Et donc, ça montre bien à quel point c'est construit et à quel point c'est le fruit de rapports de pouvoir et de processus historiques. Pour en venir enfin à la Révolution, la question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi la Révolution a-t-elle lieu à ce moment-là? Quel processus rend possible cet événement? Donc pour ce qui est de la Révolution yéménite, il faut un petit peu revenir sur le continuum de crises, de conflits qui donc permet ou qui engendre cette révolution en 2011. Donc, d'une part, j'ai parlé du fait que le Nord et le Sud ont été séparés jusqu'en 90. En fait, en 94, le Sud décide de faire sécession, mais l'armée du Nord envahit le Sud et force la réunification. Et donc, à partir de ce moment-là, les relations Nord-Sud resteront très tendues dans un Yémen donc, unifié. Et le mouvement du Sud, à partir de 2007, devient beaucoup plus virulent. Pendant qu'au Nord, le mouvement des Houthis, donc des rebelles de Saada, bon, qu'on ne voit pas sur la carte, mais c'est au nord, près de l'Arabie Saoudite,
vont également donc se rebeller contre le gouvernement central, ce qui va donner lieu à 6 guerres entre 2004 et 2011, où le gouvernement envoie des bombes, l'armée dans le nord. Et donc globalement, un contexte assez instable. Par ailleurs, les élections législatives de 2009 avaient été reportées en fait étaient censées avoir lieu en 2011 parce qu'il n'y avait pas eu d'accord entre le parti au pouvoir, donc le parti du président Saleh, le Congrès populaire général, et la plateforme d'opposition. Alors la plateforme d'opposition, c'est une coalition de tous les partis d'opposition en dehors du Congrès populaire général. Et donc ça recouvre à la fois Islah, qui est considéré comme un parti qui regroupe et des islamistes tendance frères musulmans et des chefs de tribu, donc un parti assez conservateur, et le Parti socialiste yéménite. Donc les deux sont, alors qu'ils étaient ennemis au moment de la réunification en 90, ils sont unis contre le Congrès populaire général de Saleh. Et donc en fin 2010, alors qu'il y avait des négociations entre la plateforme d'opposition et le parti au pouvoir sur les modalités des prochaines élections qui devaient donc avoir lieu en 2011, Saleh fait volte-face et refuse toutes les demandes de l'opposition et donc bloque complètement les négociations, ce qui mène bien sûr à une situation de crise. C'est dans ce contexte qu'a lieu la révolution en Tunisie. Et c'est donc pour les Yéménites l'occasion de manifester leur solidarité avec le peuple tunisien. Et donc, dès le lendemain du départ de Ben Ali, le 15 janvier, des militantes et des militants yéménites, parmi les militantes Tawakkul Karman, qui deviendra prix Nobel de la paix, Amal Bacha et Balkis al-Lahbi, parmi d'autres, donc vont appeler à manifester devant l'ambassade de Tunisie à Sanaa, donc en solidarité avec le peuple de Tunisien. Un petit mot sur Tawakkul Karman, donc elle vient d'une famille importante. Son père est un leader de Islah, donc le parti avec des frères musulmans, des chefs de tribus, etc. Un parti assez conservateur. Elle est elle-même donc membre de ce parti, Islah. Et elle est aussi fondatrice d'une association, elle est journaliste et donc fondatrice d'une association qui s'appelle les Femmes journalistes sans chaîne. Et elle est active politiquement dès 2007, en dehors de son parti, je veux dire, en organisant des sit-ins chaque semaine pour protester en particulier contre la censure, contre des attaques sur les journalistes, etc. Donc on voit que si elle est dès le début dans ce mouvement, c'est pas un hasard, c'est pas la première fois qu'elle manifeste ou qu'elle fait un sit-in, elle a une longue expérience du militantisme. Pareil, Amal al-Bacha, elle est fondatrice de l'association Sisters of Arab Forum, qui est aussi une association parmi les associations autonomes les plus revendicatives pour les droits des femmes. Pour revenir à Tawakkul Karman, elle est en fait arrêtée le 22 janvier, donc alors qu'elle revient d'une manifestation, et parce que ça provoque un tollé général, elle est relâchée 2 jours plus tard, donc suite à ces pressions. Mais son arrestation fait partie des événements qui vont un petit peu catalyser l'opposition et la rendre plus véhémente, parce que les gens sont choqués que cette femme soit arrêtée pour son militantisme. Le 3 février, un rassemblement est organisé par les partis politiques qui vont quand même un petit peu se rallier à ce mouvement, mais qui est alors dépassé par des militants, des étudiants qui refusent de se séparer à la fin du rassemblement et qui décident de rester. Donc je vous cite une description par Marine Poirier et Laurent Bonnefoy, deux politistes. Donc ces militants qui décident de rester, entre guillemets, donc, entament un sit-in, Ertessam, inédit devant les portes de l'Université Nouvelle de Sanaa. S'affranchissant des traditionnelles injonctions à la réforme formulées le matin même, ils entonnent des slogans radicaux à l'encontre du président Saleh et de son régime.
Sit-in jusqu'à ce que tombe le régime. Mais aussi des partis politiques assimilés au régime et taxés de corruption et d'élitisme, non en partie après ce jour. Malgré les molestations des services de sécurité, ils assurent au crépuscule qu'ils ne déserteront pas tant que le régime de Saleh ne sera pas renversé. Si l'événement annonce la direction future de la révolte populaire, ce n'est pourtant que le 19 février que cet espace physique acquiert une charge politique nouvelle. Il est alors investi en continu par des acteurs divers rassemblés autour du mot d'ordre unique, celui du départ du président. Dégage, Irhal. Puis, une fois celui-ci obtenu en février 2012, par la chute du régime lui-même et la fin de l'immunité des dirigeants coupables de crimes. La simplicité du slogan autant que sa radicalité en font une innovation en soi, tout comme la diversité de ceux qui manifestent. Le campement, Mukhayyam, qui se développe alors aux portes de l'université renommée Place du Changement, Sahat al-Tahrir, devient au fil des semaines l'un des symboles du soulèvement yéménite. Le journal Le Monde, en avril 2011, parle d'une révolution silencieuse des femmes et considère que les femmes commencent donc révolution au Yémen bien sûr, que les femmes commencent à manifester à partir d'avril. On le voit, en fait, les femmes sont présentes dès le début du mouvement et elles sont parmi les instigatrices du mouvement. Donc voilà une forme d'invisibilisation de la présence des femmes dont j'avais déjà parlé dans la conférence précédente, le fait que souvent même si les femmes participent, même si parfois elles initient des mouvements, leur présence est rendue invisible. En tout cas, on en parle assez peu. Et donc, pour commencer vraiment sur cette question de la révolution yéménite comme mouvement social sexué, il me semble important donc, de rappeler ça déjà, donc, la présence des femmes et le fait qu'elles sont parmi les initiatrices. Ainsi, aussi le fait que Tawakkul Karman, donc ici, va être reconnue comme une des leaders importantes de ce mouvement. Le fait, bien sûr, qu'elle soit reconnue internationalement avec l'obtention du prix Nobel de la paix va jouer en sa faveur, mais aussi son courage, le fait qu'elle soit là, qu'elle a été présente dès les premières heures de la Révolution, joue aussi. Bien sûr, ce constat est relativisé et on peut se demander finalement combien y a-t-il de femmes par rapport aux hommes, ce qui est assez difficile à estimer. Donc, dans son mémoire sur la question des femmes donc, dans la révolution yéménite, Miranda Hurst parle d'un 1/5 des révolutionnaires, mais on ne sait pas comment c'est estimé, donc je pense qu'on peut avoir un petit peu de recul par rapport à ces chiffres, parce que comment on estime le nombre de femmes par rapport aux hommes, est-ce qu'on compte les personnes dans les manifestations, sur le campement, toute cette question de comment on fabrique ces chiffres reste en suspens. Donc je ne donnerai pas de chiffres pour ma part. Donc je me contente de dire qu'elles sont présentes, qu'elles font partie des premières à lancer l'appel et que non seulement elles manifestent aux côtés des hommes, mais qu'elles dorment aussi sur place dans les tentes du campement. Alors elles sont très peu à le faire, mais ça arrive. En même temps, si les femmes donc sont présentes, on ne sait pas, j'ai parlé des différences de classe sociale, c'est assez difficile finalement de savoir de quelle classe sociale elles viennent. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont parlé de la mixité sociale sur la place du changement, donc la place de la révolution yéménite, en disant qu'il y avait vraiment des gens de classes sociales très différentes, etc. Donc je pense que ça c'est assez attesté. Néanmoins, dans quelle proportion, c'est encore une autre question, de la même manière que c'est difficile de savoir quelle est la proportion de femmes par rapport aux révolutionnaires dans leur ensemble, c'est assez difficile de savoir si les femmes des classes populaires ne sont pas légèrement sous-représentées, ou même très sous-représentées par rapport aux étudiantes par exemple. On a beaucoup parlé d'une révolution jeune. De fait, le campement donc, se fait aux portes de l'université de Sanaa, avec beaucoup d'étudiantes et d'étudiants. Or, d'après un recensement de 2004,
1,5% des femmes ont un diplôme du supérieur. Donc quand on parle d'étudiantes dans l'enseignement supérieur, c'est quand même la classe, enfin l'élite de la population, et notamment pour les femmes. Par ailleurs, les campements, donc les camps, les places de protestation, elles sont organisées dans des villes, donc des villes majeures, Sanaa, Aden, Taïs, Hodeida. Et donc, pas tellement dans des... Enfin, les femmes de villes plus petites ont moins de chances de participer. Bon, moi-même, donc, comme je l'ai dit, j'ai pas assisté à la révolution à Sanaa. Moi, j'étais à Mocha, donc Mocha, c'est... si je reviens, c'est près de... Voilà, c'est là. Donc au bord de la mer Rouge, et ça appartient au Yémen du Nord historique, mais c'est plutôt le sud du pays. Mocha, en fait, hein, voilà, le café Mocha, ça vient de ce port. Et donc c'est une toute petite ville. Et les femmes de l'association avec laquelle je travaillais n'ont pas du tout participé à des manifestations, parce qu'à Mocha, il y a eu une seule manifestation, donc il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions. Ça ne les a pas empêchés de se politiser, je pense, à ce moment-là, de parler beaucoup de politique, ce qui n'était pas le cas avant. Donc j'ai vraiment vu la différence. Mais le coût, en fait, de participer à une manifestation était beaucoup plus importante. La présidente de l'association, à un moment, était à Taïs, et donc elle a vu une manifestation. Elle m'a dit qu'elle a pensé à aller à cette manifestation parce qu'elle en avait entendu parler. Mais le fait de ne connaître personne dedans, le fait de s'exposer aussi physiquement, toutes les incertitudes liées à cette situation, qui était pour elle nouvelle, l'ont arrêté. Donc je le signale ici parce que c'est vrai que je trouve ça assez difficile finalement de rendre compte de la présence des femmes dans la révolution yéménite en évitant les deux écueils qui seraient d'une part de dire c'est absolument extraordinaire que les femmes participent, vraiment c'est totalement inattendu, parce que ça paraît négliger complètement le fait qu'il y ait des femmes qui avaient une histoire, toute une histoire de militantisme derrière elles et qui avaient déjà manifesté, qui avaient déjà participé à beaucoup de luttes. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Donc c'est important de dire oui, elles manifestent, mais c'est pas complètement nouveau. Et en même temps, c'est important aussi de montrer que on ne peut pas non plus négliger et dire que c'est tout à fait normal et sans surprise. Parce que de fait, c'est quand même assez exceptionnel de voir autant de femmes dans la rue et de voir le courage aussi dont elles ont fait montre, parce que c'était des conditions difficiles sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Et donc, la question de qui peut participer, c'est aussi la question de qui ne peut pas. Et donc, par exemple, les femmes dans des zones rurales ou des femmes qui ont personne autour d'elles qui sont politisées et qui peuvent les amener à ce genre d'endroit sont donc, bien sûr moins susceptibles de manifester. L'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi se mobilise-t-on, hein? On a dit qui se mobilise, mais donc pourquoi est-ce qu'on se mobilise? Donc la question des revendications. Et pourquoi les femmes s'engagent-elles? Il y a eu un rapport d'un organisme qui s'appelle Safer World, mais qui a été rédigé par 3 personnes, dont Wamil Shaker, qui fait partie des féministes yéménites reconnues et qui a été beaucoup engagée dans la révolution. Et ce rapport a été mené auprès de femmes de centres urbains, Taïs, Sanaa, Aden et Saada. Donc Saada, c'est au nord, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et bon, pas des femmes tout à fait représentatives, hein, puisque ce sont des femmes éduquées. Donc, dans leur échantillon, 47% ont poursuivi les études dans le supérieur. Donc je le rappelle, hein, tout à l'heure je l'ai dit, seulement 1,5% des femmes en 2004 avaient un diplôme du supérieur. Donc là, avec un échantillon de 47% de femmes qui ont poursuivi des études dans le supérieur et des femmes de centres urbains, on est quand même dans un échantillon plus susceptible d'avoir participé à la révolution. Et donc, dans leur échantillon, pour celles qui ont participé d'une manière ou d'une autre aux événements de 2011,
Les raisons qu'elle cite sont des raisons principalement économiques, donc le fait que les gens sont pauvres, qu'il y a du chômage, le manque d'accès aussi aux services de base, la santé, l'éducation, mais aussi des revendications politiques, donc la volonté de faire tomber le régime, la volonté de combattre la corruption, la volonté d'instaurer un état de droit, mais donc pas tellement des revendications spécifiques aux femmes. Et ça vient corroborer ce qu'avance la chercheuse Eva Strzelka. Je suis désolée pour ma manière de prononcer son nom. Donc cette chercheuse qui a travaillé sur les femmes donc dans la révolution au Yémen et pour laquelle les femmes révolutionnaires pourraient se diviser en 3 catégories. Celles qui ne critiquent pas du tout l'ordre patriarcal, celles qui critiquent cet ordre patriarcal, mais qui considèrent que la reconnaissance des droits des femmes va découler automatiquement de l'instauration d'un état de droit respectueux des droits humains. Et donc, on n'est pas obligé de mener une lutte spécifique des femmes. S'il y a un état de droit, automatiquement, les femmes retrouveront leurs droits. Et enfin, la 3e catégorie, qui est très très minoritaire, des femmes qui ont déjà travaillé ou qui ont déjà une expérience dans le domaine des droits des femmes, et qui se rendent compte qui pensent, elles, qu'au contraire, il faut mener une lutte spécifique pour revendiquer des droits des femmes, et donc il faut mener de front la lutte pour un état de droit et la lutte pour les droits des femmes comme enjeu spécifique. On peut citer comme exemple une coalition de femmes, la coalition Watan, dont Wamid Shaker, qui a participé à l'élaboration du rapport que je citais à l'instant, a participé. Donc la coalition Watan, c'est une coalition informelle et assez autonome pour le coup, qui s'est formée en 2006 lors d'élections parce qu'elles ont essayé de soutenir des femmes indépendantes qui voulaient se présenter en politique. Après l'élection, la coalition a plus vraiment existé formellement, mais en 2011, parce que à cause des événements, elle s'est reformée. Et donc, elles ont participé aux événements, elles ont organisé des sessions de sensibilisation et elles ont été assez actives sur la place du changement. Et je vais vous citer donc le rapport Safer World à propos de ce qu'a fait cette coalition le 8 mars 2011. Donc, le 8 mars 2011, une très importante célébration de la Journée internationale des femmes a été organisée à la place du changement de Sanaa par la coalition Watan, qui a réuni des milliers d'hommes et de femmes. Des militantes de différents horizons politiques et sociaux ont donné des discours soulignant leurs revendications pour la construction d'un État civil qui garantirait les droits des femmes. À ce moment, ces discours avaient reçu un large soutien des militants. Néanmoins, quand la charte de la révolution pacifique de la jeunesse fut formulée et devint considérée comme le document de référence sur les objectifs du mouvement protestataire, elle ne contenait aucune des revendications spécifiques formulées par les femmes. Donc on voit ici qu'il y a effectivement quand même une minorité de femmes qui essayent de porter des revendications spécifiques, mais qu'elles ne sont pas nécessairement entendues par les révolutionnaires. Donc là, avec l'exemple de cette charte donc des revendications révolutionnaires qui ne prend pas en compte les revendications spécifiques portées par la coalition Watan des femmes. Enfin, la question que l'on avait un peu évoquée la dernière fois, c'était la question de la division des tâches militantes. Donc, est-ce que dans la révolution yéménite, les hommes et les femmes ont les mêmes tâches? Alors, encore une fois, on arrive aux limites de la recherche et de la difficulté à mesurer ces choses-là, parce que finalement, en fait, on se rend compte qu'en parcourant les documents sur la révolution yéménite, les tâches sont spécifiées pour les femmes parce que ça paraît surprenant que les femmes participent, donc du coup on montre en quoi elles participent dans la recherche, et les hommes finalement pas trop. Donc des fois ça peut être difficile finalement de voir ce qui est spécifique aux femmes ou pas. Mais on peut déjà montrer que les femmes participent de la manière attendue à la Révolution, avec disons, des activités tout à fait typiques d'un mouvement social, du militantisme,
Donc les femmes lancent des appels à manifester, elles publient leurs opinions, elles organisent des manifestations, elles manifestent également. Elles campent donc pour quelques-unes seulement d'entre elles sur la place du changement. Et quand elles expriment leurs opinions publiquement, elles le font à travers des articles de journaux, mais aussi sur Internet, par des blogs, des comptes Facebook, Twitter, etc. Mais encore physiquement sur la tribune de la place du changement ou dans des forums organisés dans les tentes de la place du changement, des conférences, des sessions de sensibilisation, etc. Par exemple, dans son livre Yémen, morceau choisi d'une révolution, Maggie Kraboundzija fait état d'une session de sensibilisation donc, à laquelle elle assiste, où une femme sur la place du changement va faire le tour de plusieurs tentes et donc se retrouve avec plein d'hommes en train de mâcher du krat. Donc le krat, c'est une herbe qu'on mâche traditionnellement au Yémen, c'est les feuilles d'un petit arbuste. Et c'est une activité très divisée par le sexe. Donc les hommes mâchent le krat ensemble, les femmes mâchent le krat ensemble, mais voilà, séparément hommes et femmes. Et là, donc, ces femmes vont faire des campagnes de sensibilisation, donc elles ne vont pas hésiter à entrer dans une tente où tous les hommes sont en train de mâcher le krat, et pour leur parler de l'état de droit, mais aussi de la scolarisation des femmes et plein d'autres sujets qui leur paraissent importants. Donc ça, c'est les tâches qu'on peut considérer comme assez classiques et qui sont certainement aussi celles que les hommes accomplissent. Néanmoins, on fait aussi état, et ça notamment dans le rapport donc Safer World que j'ai cité tout à l'heure, il y a des femmes qui disent nous, c'est difficile d'aller manifester, notamment à Saada parce que c'est plus conservateur. Donc elles disent c'était compliqué pour les femmes d'aller dans les manifestations, mais on a participé autrement. Donc à travers l'encouragement aux autres membres de la famille, aux hommes de la famille à aller manifester. Mais aussi en organisant des campagnes de don du sang pour les blessés, en fournissant des repas révolutionnaires, des couvertures, les premiers secours pour les blessés, etc. Donc là, on retrouve finalement des rôles plus traditionnellement féminins, si on prend la division sexuelle des tâches, donc des rôles de care, de s'occuper des blessés, les secours, le fait aussi de s'occuper des repas, la cuisine. Et aussi des actions plus invisibles, puisque on parle rarement de ces actions-là quand on parle de faire la révolution. Donc là-dessus, effectivement, on peut éventuellement retrouver la division sexuelle des tâches révolutionnaires qu'on a trouvées dans d'autres contextes. Par ailleurs, les femmes, donc je l'ai dit tout à l'heure, publient sur Internet, et c'est parfois pour certaines d'entre elles aussi une possibilité de participer sans s'exposer physiquement. Donc de la même manière, des femmes qui disent moi, dans ma campagne ou dans ma petite ville, c'était vraiment trop difficile d'aller manifester parce qu'il n'y avait que des hommes qui manifestaient. Mais par contre, j'ai ouvert un blog où j'ai mis mes opinions sur Facebook, donc ça peut être aussi anonyme et donc plus protégé. Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai plusieurs fois parlé de la place du changement, donc de l'espace vraiment du lieu de la révolution. Et cette place du changement, elle a une histoire un petit peu particulière, parce que vous avez tous entendu parler de la place Tahrir au Caire. Et donc le gouvernement, en fait au Yémen, à Sanaa, il y a aussi une place Tahrir, la place de la libération, ça veut dire, qui faisait aussi écho au Caire, puisqu'on a vu qu'il y avait des liens avec l'Égypte dans les années 60. Et donc, c'est vraiment pensé comme un écho à la place Tahrir du Caire. Et du coup, quand le gouvernement yéménite a vu ce qui se passait sur la place Tahrir au Caire, a vu qu'il y avait des frémissements dans sa population, des velléités de contestation, il a commencé à organiser des choses sur sa propre place Tahrir. D'abord une sorte de foire, et puis finalement un campement de soutien au président. Et donc la place Tahrir, elle était occupée par les soutiens au président. La place était prise,
Et donc on avait l'impression que symboliquement on avait fait un bon travail d'occupation de la place. Mais on l'a vu, donc il y a eu une autre place, et donc effectivement les protestataires, voyant que la place Tahrir, qui était si importante symboliquement, qui était en plus très proche du centre historique de la ville, était occupée par les soutiens du président. Soutien ou personnes encouragées à soutenir le président, parce qu'il y a eu aussi des rétributions matérielles pour les gens qui restaient à soutenir, entre guillemets, le président. Donc les protestataires, eux, sont allés près de l'université, aussi parce que c'était beaucoup des étudiants et des étudiantes, donc c'était un lieu de rendez-vous qui s'est imposé. C'était pas vraiment une place en fait, c'est une sorte de carrefour de rue, et puis voilà, il y a le campus qui commence. Et donc ils l'ont baptisé Place Tahrir pour jouer avec l'honymie Place Tahrir, et donc Place Tahrir, c'est la place du changement. Et cette place, donc, c'est un endroit où des tentes se sont montées progressivement. Donc Tawakkul Karman, elle a fait partie des femmes qui ont campé vraiment sur la place, qui ont dormi sur place. Et c'est un lieu qui a aussi été un lieu d'apprentissage, de rencontre. Parce que donc, j'ai parlé de l'histoire morcelée des femmes, mais c'est l'histoire morcelée du Yémen. On a vu les différences nord-sud, mais il y a vraiment des différences géographiques assez importantes, et bien sûr aussi des différences de classe sociale. Et donc la place Tahrir, la place du changement, ça va être considéré comme un lieu d'invention, d'action, de protestation diversifiée. Donc des pancartes, des dessins sur les murs, des slogans, des chansons, des manifestations à thème, les campagnes citoyennes. Donc j'ai parlé des campagnes de sensibilisation, mais il y a aussi des campagnes de nettoyage des ordures, parce que donc il y avait des gens qui vivaient 24 heures sur 24 sur cet espace. Ainsi qu'un lieu d'apprentissage. Donc c'est aussi un lieu où, donc, comme je le disais, il y a eu des campagnes de sensibilisation, il y a eu des conférences, des débats, des ateliers qui ont été organisés, animés par des groupes militants, des universitaires, des partis politiques, ainsi qu'un lieu d'apprentissage du militantisme concret, c'est-à-dire comment organiser une manifestation, comment organiser une campagne, comment s'adresser à l'opinion publique. Et ce lieu, c'était aussi un lieu de mixité, donc mixité sociale, je l'ai dit, puisqu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont insisté sur le fait qu'il y avait une diversité de statuts, donc étudiants, chômeurs, personnes de tribus, artisans, militants, etc. Et donc, bien sûr, parmi toutes ces catégories des femmes étudiantes, chômeuses, des tribus, etc., militantes, etc. Et aussi donc la mixité entre hommes et femmes sur un même espace, et en plus de ça un espace public. Des révolutionnaires ont déclaré que la contestation, je cite, « La contestation a créé une nouvelle culture d'égalité des sexes ». Donc c'est une expérience nouvelle. Des femmes qui se réapproprient l'espace public en manifestant dans la rue, mais aussi en allant sur la place du changement et donc en y restant. Des hommes et des femmes qui protestent ensemble, qui discutent, qui débattent, qui coopèrent, qui s'organisent ensemble. Une autre militante déclare, je cite, « La culture que nous avons créée sur la place du changement est plutôt comme un miracle, dans lequel les hommes des tribus, les soldats, les personnes nous respectent. La place est différente de ce dont nous avions l'habitude avant que la révolution commence. » Donc toute cette idée de miracle, comme pour reprendre la citation, d'une expérience exceptionnelle, d'un instant enchanté, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les témoignages, comme donc d'un moment où les personnes ont pu se mélanger, apprendre à se connaître, apprendre à dépasser aussi certains préjugés. Il y a des femmes qui postent une photo d'elles dans un café, un endroit où normalement elles ne seraient jamais entrées avant, et donc là elles sont toutes les trois à boire leur jus, et elles sont super contentes, tellement contentes qu'elles prennent une photo. Et dans le livre de Maggie Grabunzija, elle parle d'une militante qui lui dit que le jour où la révolution sera finie, elle va manquer, cette ambiance-là lui manquera. Donc plein de témoignages qui montrent l'exceptionnalité de ce moment-là. Moment qui pourtant est assez court, parce qu'il va y avoir un rappel à l'ordre.
bien sûr un rappel à l'ordre politique. Le 18 mars, par exemple, la manifestation du vendredi 18 mars va être réprimée très violemment. Il y a à peu près 50 morts. Mais aussi un rappel à l'ordre sexué. Donc on va rappeler aux femmes un petit peu que leur place, c'est pas dans la rue à côté des hommes. Et en avril, le président Saleh critique le fait que les hommes et les femmes manifestent ensemble en disant que c'est pas moral. En sachant que le Wikileaks avait récemment donné la marque de son whisky préféré, on peut s'interroger sur la moralité religieuse de Saleh, mais là d'un coup il se pose en pourfendeur moral en disant que les hommes et les femmes ne devraient pas manifester ensemble. Et la chaîne Yemen TV, qui appartient donc à son parti politique, met en avant des témoignages qui parlent des comportements indécents sur la place du changement, etc., etc. Et donc ça va mettre les femmes dans une position où elles doivent se justifier. Donc il y en a qui vont traiter Saleh de menteur, qui vont prendre part à des manifestations exclusivement féminines, organisées notamment par le parti Islah, et d'autres qui vont avoir à cœur de rappeler que leur présence est légitime et qui vont tenir à participer à des manifestations mixtes. Donc le 16 avril 2011, par exemple, lors d'une grande manifestation, il y a une grande manifestation mixte qui est organisée en réponse donc, à ce qu'avait dit Saleh. Néanmoins, c'est pendant cette manifestation mixte que des révolutionnaires hommes s'attaquent physiquement à des révolutionnaires femmes, dont Arwa Othman, elle, qui sera plus tard ministre de la Culture. Donc on voit que les femmes révolutionnaires s'exposent à des attaques non seulement du régime, mais aussi des attaques des autres révolutionnaires, puisque là c'est des révolutionnaires hommes qui s'attaquent à des révolutionnaires femmes. Bon, bien sûr, c'est pas la majorité, mais elles sont vraiment prises entre deux feux, entre guillemets. Et à partir de ce moment-là, la mixité va progressivement être remise en question. Donc c'est bien montré par une chercheuse yéménite qui s'appelle Atiaf Al-Wazir. Donc elle a posté justement un article où elle parle de ça et elle montre avec des photos. Donc là c'est des photos qu'elle a prises, donc j'ai pas mis, mais c'est Atiaf Al-Wazir. Donc là elle montre le fait que hommes et femmes manifestent donc côte à côte et sont côte à côte sur la place du changement. Et après ça, en fait, après ces questions sur la mixité, il va y avoir une corde. Donc là, j'ai pas de photo, mais il y a une corde qui va être établie entre le côté femme et le côté homme. Ensuite, c'est une bâche. Et à la fin, c'est carrément un mur en bois. Donc on voit un rappel à l'ordre, même physique, vraiment très concret, de on a eu ce moment d'expérimentation, mais on revient finalement à une forme de ségrégation. Je ne vais pas vous laisser sur cette image de mur, donc je repasse celle des femmes en mouvement et en révolution. Je parlais donc des attaques de ces révolutionnaires hommes, et bien sûr c'est surtout les attaques du régime que les femmes ont eu à craindre. Alors c'est encore une fois difficile d'avoir des chiffres, mais d'après le ministre des Droits humains yéménite, il y aurait eu 20 femmes mortes, tuées lors des manifestations. Selon les militantes, ça serait 80. La première, c'était en octobre 2011, c'était Aziza Othman. Et donc, je le rappelle pour montrer aussi que les femmes pour mettre en exergue le courage de ces femmes, parce que je voudrais conclure là-dessus, pour conclure sur le fait que la participation des femmes à la révolution yéménite est à saluer, leur courage, leur détermination, leur militantisme sont aussi à saluer. Elles sont, donc je le rappelle, parmi les initiatrices du mouvement, elles sont en première ligne des manifestations. Elles ont bravé de nombreux interdits, transgressé des normes sociales, et sur la place du changement, même si ça n'aura qu'un temps, elles ont essayé avec les hommes de la place d'inventer de nouveaux rapports sociaux, de nouvelles formes d'interaction. Et si elles ont été en but à des attaques spécifiques, elles ont néanmoins poursuivi leur lutte
Et notamment plus tard, après la Révolution, sous la forme des négociations politiques qui ont eu lieu ensuite, donc sous la forme d'une conférence du dialogue national, elles ont poursuivi cette lutte et ces efforts aussi de parler d'une voix plus unie pour arriver à porter des revendications spécifiques aux femmes. Donc une pensée pour elles. Bonne soirée. Merci.